Le 24 décembre 1979, en cette veille de Noël maussade qui clôt une décennie de bruit et de fureur, les parachutistes soviétiques s'emparent de l'aéroport de Begram près de Kaboul. C'est le prélude à une invasion générale de l'Afghanistan qui s'achève une semaine plus tard avec le déploiement de 6 divisions sur l'ensemble du territoire. Pour la première fois depuis 1945, l'armée rouge sort du périmètre peu ou prou délimité à Yalta pour envahir un État souverain, membre de l'ONU, et commence par en assassiner froidement le Premier ministre Hafizullah Amin, lequel, il est vrai, n'était pas tout à fait un ange. Cet événement sans précédent va provoquer des réactions internationales de très grande ampleur. Avec le bénéfice de la rétrospection, nous savons aujourd'hui que l'engagement soviétique en Afghanistan préparait aussi l'effondrement final de l'Empire. Pourtant, s'il y eut bien discussion au plus haut niveau, rien n'indique que les dirigeants soviétiques d'alors aient pris la juste mesure des conséquences inévitables et incommensurables de leurs décisions. C'est l'analyse minutieuse des différentes strates de la crise afghane qui va nous faire comprendre pourquoi le coup de Kaboul allait ainsi devenir l'amorce de la catastrophe finale. L'évolution de l'influence soviétique en Afghanistan est le premier point à étudier. Situé en effet directement au contact de l'Asie centrale russe puis soviétique, l'Afghanistan n'a pas cessé depuis 1920 de faire l'objet des attentions de Moscou. Les soviétiques ont toujours cherché à vassaliser le pays, mais sans ambition de l'annexer véritablement, et deux stratégies s'opposent très vite, la solution mongole et la solution finlandaise. La solution mongole consisterait à favoriser l'établissement d'un régime communiste étroitement contrôlé, comme en Mongolie extérieure. Cette éventualité est peu à peu écartée, surtout après 1945, au profit d'une solution dite finlandaise, c'est-à-dire le maintien d'une véritable indépendance afghane, mais avec l'assurance d'une politique économique et d'une diplomatie essentiellement favorable aux intérêts de l'Union soviétique. De plus en plus de militaires et de cadres afghans vont dès lors se former à Moscou, et nombreux sont les Afghans instruits qui admirent le relatif développement de l'Asie centrale soviétique. Aussi, après la très dure famine de 1972, qui manifeste l'incurie du pouvoir traditionnel du roi Zahir, un coup d'État républicain fomenté par le propre cousin progressiste du monarque, le prince Daoud, est-il bien accueilli à Moscou en 1973. Les soviétiques soutiennent dans un premier temps le nouveau pouvoir modéré de Daoud et poussent leurs amis communistes locaux à entrer au gouvernement, malgré l'opposition d'une aile dure du parti qui s'y refuse, et combat même le nouveau régime aux côtés des premiers islamistes. Pourtant, fin 1977, Daoud se jette dans les bras du Shah d'Iran, pensant ainsi sortir de ses difficultés économiques et politiques. Moscou change alors de cap. En réunifiant, très provisoirement, les frères ennemis du communisme afghan, les soviétiques ouvrent les hostilités avec Daoud. Le 27 avril 1978, un putsch militaire, monté avec l'aide de leurs services par de jeunes officiers, massacre le pauvre prince républicain ainsi que sa famille et remet le pouvoir au Parti communiste réunifié, dont le chef, Nour Mohammad Taraki, devient président de la République. Le régime est tout de suite dominé par une tendance dure, les Khalqis, hostiles à toute forme de compromis politique ou social, arrogants et passablement stupides. En un an, leurs excès de toute nature, leur réforme agraire collectiviste et leur violence insensée ont dressé tout le pays contre eux. La résistance s'organise. Mais au Kremlin, on veut sauver cette révolution communiste, fille de la puissance régionale de l'Union soviétique. Brejnev, convaincu par ses divers conseillers qu'il faut porter ce régime à bout de bras,
mise alors personnellement sur le président Taraki, avec lequel il signe un traité d'alliance et de coopération en mars 1979. La solution mongole est maintenant totale. Moscou s'implique directement. Cette politique soviétique en Afghanistan est le résultat d'un empilement d'erreurs. Erreurs que d'avoir encouragé et organisé le coup d'État de 1978 contre Daoud. Erreur encore d'avoir soutenu la ligne dure chez les communistes afghans. Erreur enfin de ne pas pousser le régime vers une négociation avec la rébellion. Si le coup d'État communiste de 1978 s'avérait à l'usage beaucoup plus coûteux que prévu, l'intervention militaire directe de décembre 1979 allait être la plus coûteuse de toutes les erreurs commises par la direction soviétique depuis 1945. Retraçons-en à présent l'engrenage. 14 septembre 1979, devant la montée des périls, Brejnev et Taraki tombent d'accord sur un changement de cap. La collectivisation des terres sera arrêtée et le Premier ministre, Hafizullah Amin, sera limogé et sacrifié comme bouc émissaire. Malheureusement, pour Brejnev comme pour Taraki, Amin a eu vent du complot. Il blesse avec son revolver Taraki après une altercation au bureau politique, puis fait emprisonner les organisateurs de la conspiration, dont Taraki, qui finira étranglé dans sa cellule. Enfin, il se proclame à son tour président de la République afghane. Dans tout le pays, la nouvelle de l'explosion au sommet du pouvoir communiste accélère la décomposition locale au profit de la rébellion. La situation devient donc très dangereuse pour Moscou. Si Amin n'est pas rapidement supprimé, le régime communiste risque d'être balayé rapidement par une république islamique anti-soviétique ou de traiter directement avec les États-Unis et le Pakistan, ce qui reviendra au même à brève échéance. Aussi, fin octobre 1979, la décision unanime est-elle prise par le bureau politique d'organiser une opération de grande ampleur visant à éliminer Hafizullah Amin, à infliger un choc militaire à la rébellion et à consolider une nouvelle direction communiste beaucoup plus modérée qui cherchera à se concilier l'Iran. C'est exactement ce qui se passera pour commencer. Hafizullah Amin est sommairement liquidé par des commandos Spetsnaz soviétiques. Le chef de l'aile modérée du parti, Babrak Karmal, rentre de Prague pour diriger le pays sur des bases plus conciliantes en saluant respectueusement l'ayatollah Khomeini, tandis que les réservistes soviétiques, peu glorieux et enthousiastes moins encore, occupent avec leur matériel lourd les 6 villes principales du pays. L'ordre règne à Kaboul, pendant que la terre entière dénonce ce nouveau coup de force d'un cynisme achevé. Bien entendu, quel que soit l'enchaînement régional précis du drame afghan, il apparaît clairement que jamais l'Union soviétique ne se serait permise un coup d'audace sénile aussi spectaculaire et d'une inintelligence stratégique aussi profonde, car désormais la révolte islamiste dans tout le Moyen-Orient se dirige aussi contre les soviétiques et non plus contre les seuls Américains, si d'autres raisons, indépendantes du contexte afghan et moins visibles, n'étaient venues se superposer à l'environnement local. Pourquoi donc un tel engagement? 2 motifs de politique extérieure peuvent expliquer cette folle décision d'octobre 1979. L'un est d'ordre régional, il s'agit du cours chaotique et incertain de la révolution islamique iranienne. L'autre, plus général, a trait à l'appréciation soviétique de l'évolution de la guerre froide à la fin des années 70. Jusqu'en 1977, l'Union soviétique avait toléré le Shah d'Iran. Avec la découverte du séisme Khomeini et de la révolution islamique de 1978, tout change. Les dirigeants soviétiques jouent la radicalisation et acceptent de faire un bout de chemin avec l'intégrisme iranien dont ils perçoivent tout le potentiel anti-américain. Aussi encouragent-ils les étudiants qui se proclament dans la ligne de l'imam, où ils ont d'ailleurs infiltré plusieurs agents directs, à opérer la prise d'otage de l'ambassade américaine au début de l'automne 1979. Dans ce contexte, certains dirigeants estiment que la consolidation d'un Afghanistan solidement arrimé à l'Union soviétique devient une condition essentielle pour continuer à peser sur l'Iran. Gromyko, le chef de la diplomatie, est en outre persuadé que les Américains finiront par intervenir militairement en Iran et qu'une guerre civile sera l'issue la plus probable des tensions. L'Afghanistan devra être l'arrière pacifié de cette révolution régionale globale où Moscou espère enliser Washington. Mais ces raisonnements d'apocalypse sont bien loin des calculs réels de l'administration américaine. Ils font partie en réalité d'un contexte général de radicalisation de la politique soviétique,
intervenu après 1974 et qui constitue le tournant encore obscur de l'histoire soviétique la plus récente. La direction de l'URSS ressent bien la fragilité de la société qu'elle administre, les tensions internes à l'Empire. Ceux qui en son sein s'opposent à toute réforme véritable en viennent par conséquent dans une sorte de fuite en avant sénile à justifier leur immobilisme par une politique agressive à l'extérieur. Le moment semble bien choisi après 1974. La Chine, en s'alliant de fait avec les États-Unis depuis 1972, s'est repliée du tiers-monde révolutionnaire, laissant à Moscou une large place. L'Amérique, grièvement blessée par la conjonction de sa défaite au Vietnam et de la crise du Watergate, souffre d'une certaine impuissance à intervenir à nouveau. Mais en même temps, le basculement de l'Égypte de Sadat vers Israël et les États-Unis a changé la donne au Moyen-Orient et contraint Moscou à une alliance avec les radicaux syriens, libyens et iraniens. Cette triple analyse conduit directement à l'emballement aventuriste de la politique de Brejnev dans le tiers-monde. Afrique ex-portugaise et Liban en 1975, Éthiopie en 1976, affaire de Kolwezi en 1977, soutien logistique au terrorisme européen à partir de 1978, à la ligne de l'imam Khomeini en 1979, à l'invasion vietnamienne du Cambodge, toujours en 1979, tentative de déstabilisation de la Turquie et de la Yougoslavie de 1981 à 1982. En regard de cette montée en puissance, la décision d'intervenir en Afghanistan apparaît comme un point d'orgue qui, à son tour, confère par sa grande visibilité tout son sens au processus antérieur. À Kaboul, nous sommes allés jusqu'au bout de la nouvelle logique. Désormais, la guerre froide reprend sur tous les fronts, de Berlin-Ouest à la frontière pakistanaise, la passe de Khyber. Mais cette nouvelle phase d'accélération de la guerre froide ne ressemblera pas aux précédentes. Au lieu d'une épuisante guerre de position, nous assisterons en effet à un retour à la guerre de mouvement, rapide et manœuvrée. Pologne, bataille des euromissiles, guerre de l'espace, guérilla afghane, l'Union soviétique est acculée dans les cordes. Mais fait nouveau, c'est désormais l'heure de la discorde chez l'ennemi, analysée en son temps par le général de Gaulle. Les opposants pragmatiques à la guerre d'Afghanistan parviennent peu à peu au pouvoir avec Andropov, puis surtout avec Gorbatchev, mais bien trop tard pour conjurer le vent amer de la défaite.